Le sénateur Wu. Honorables collègues, ce projet de loi porte prétendument sur la situation difficile que vivent les étudiants, mais en fait, il s'agit de l'avenir de notre pays. C'est un cliché de parler des jeunes comme étant ceux de l'avenir, mais en fait, pour ce qui est des clichés, c'est dur de refuter celui-ci. Le fait est que la cohorte qui sera touchée par ce projet de loi seront des gens qui accéderont à des rôles de leadership au Canada dans les prochaines décennies. Et c'est pour cela qu'il est si important que la présente génération des leaders de l'avenir sorte de cette crise avec une foi renouvelée en nos institutions et dans les valeurs partagées de notre pays, avec un optimisme et une confiance en l'avenir et avec les compétences, l'expérience dont qu'ils auront besoin pour relever les défis de leur vie. 15 ainsi que l'ensemble de mesures en réponse à la COVID-19 façonneront comment nos jeunes qui s'apprêteront d'entrer dans l'âge adulte ou quitteront bientôt l'école pour joindre le monde du travail perçoivent le pays. They will, I hope, remember. J'espère qu'ils se souviendront du confinement de 2020 comme une époque pendant laquelle le pays a décidé de privilégier la science au détriment de la politique et que lorsque les intérêts collectifs ont supplanté les intérêts des particuliers et lorsque nous avons vraiment tous mis la main à la pâte afin de ne laisser personne derrière. Et nous devons nous assurer que le potentiel des jeunes ne soit pas sacrifié à cause des calculs économiques à court terme. Il est donc approprié que les jeunes qui vivent leur expérience formatrice pendant la COVID-19 soient nommés comme la post-génération Z. Ce sont aussi les enfants de la génération X ou les petits-enfants des baby boomers, pour employer une terminologie à laquelle s'identifient davantage les gens dans cette Chambre. S'il y a un terme qui existe pour la génération qui viendra après la génération Z, eh bien, j'imagine que ça devrait être la génération A, ce qui est à point nommé si on croit que le monde après la COVID-19 exigera qu'on recommence et qu'on reparte du début de l'alphabet. Bon nombre de personnes de cette génération ont demandé une réinitialisation des priorités sociétales, et ce, bien avant cette crise sanitaire. Mais ces changements dans notre bien-être, nos politiques, l'économie, l'environnement et les relations internationales seront peut-être moins importants que nous anticipons et pourront être plus pernicieux que ceux que nous espérons. Tout cela dépendra de comment nous répondons à la COVID-19 dans le présent et dans les mois et les années à venir, et surtout sur comment nos jeunes sortiront de cette crise. Excluant les connotations normatives de l'alphabet et de l'ordre alphabétique, j'aimerais nommer la cohorte ciblée par le projet de loi C-15 la génération COVID, ou GENCO si vous préférez. Leur donner les moyens de s'inscrire dans des programmes d'éducation postsecondaire ou de poursuivre leurs études, tout simplement. Eh bien, ce que nous leur disons à cette génération, c'est que d'investir dans leur avenir est un investissement dans l'avenir du Canada. Donc, ce serait utile que ce projet de loi requiert une attestation de la part des étudiants qui doivent déclarer qu'ils sont incapables de trouver du travail et qu'ils cherchent en fait du travail. À ce sens, la disposition du projet de loi selon laquelle le ministre doit fournir de l'information sur les possibilités d'emploi aux étudiants est utile, tout comme la motion qui a été adoptée dans l'autre endroit, qui a demandé au gouvernement de mettre en place de nouvelles mesures incitatives pour placer les étudiants et les jeunes dans des emplois dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. De même, le programme qui sera bientôt adopté pour soutenir le bénévolat lié à la COVID-19 pourrait être un débouché important pour les étudiants qui reçoivent la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, ou la PCUE.
Quoiqu'elle ne fasse pas partie du projet de loi 515 en tant que tel, la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant permettra aux étudiants d'acquérir de l'expérience de travail précieuse et des compétences alors qu'ils aident leur collectivité pendant la pandémie de la COVID-19. Pour les étudiants qui décideront de faire du service national et qui serviront leur collectivité, la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant leur octroiera un financement allant jusqu'à 5 000 $ pour leurs frais de scolarité à l'automne. La référence au service national, entre guillemets, m'intrigue. C'est un terme qui n'est plus à la mode à cette époque plus individualiste et cynique. Mais pourquoi ce terme n'est-il plus d'actualité? L'année 2020 sera-t-elle l'année où le service à la nation reviendra en force? Et si nous avons eu besoin d'un misérable virus pour que le service national revienne à la mode, eh bien, tant pis, on le prend, on l'accepte. Ce sera aux jeunes de décider s'ils veulent faire un service national, rendre un service national. Et s'ils répondront à l'appel et trouveront des moyens créatifs de demeurer occupés grâce à des travaux créatifs payés ou non payés et à une amélioration de leurs compétences. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que, alors que j'écoutais les délibérations du comité plénier et d'autres commentaires qui ont été faits dans cette Chambre, eh bien, j'ai été frappée par le fait que bon nombre de gens en cette enceinte s'inquiètent de l'effet dissuasif de la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Et on insinue quasiment que les étudiants vont tout faire pour profiter de cette prestation et éviter de travailler parce qu'ils seraient, par exemple, au bord de la piscine ou parce qu'ils tout simplement par paresse. Alors que nous étions en comité plénier, j'ai reçu de la rétroaction de la part d'un jeune qui m'a envoyé le courriel suivant en réponse à ce qu'elle a entendu dans bon nombre des questions. Et je la cite. « Wow! Vraiment? J'ai l'impression que c'est insultant envers les étudiants. Donc, les étudiants sont-ils de nature paresseux et préfèrent-ils rester à la maison jouer aux jeux vidéo au lieu de contribuer à leur société? Ils s'ennuient, ils sont seuls et ils ont peur, ils cherchent un sens à leur vie. Je crois que le plus gros enjeu, c'est qu'il n'y aura pas assez d'emplois pour tous ces étudiants. Les jeunes sont désemparés de voir que leurs emplois étudiants d'été ont disparu. Et c'est non seulement dû à un manque de revenus, mais aussi parce qu'ils prennent plaisir à faire ces emplois. J'espère que l'été qui vient définira la génération COVID comme étant de jeunes adultes déterminés, résilients, novateurs, pleins d'imagination, qui vont diriger la reprise à long terme. J'espère que la façon dont j'ai passé l'été de 2020 ne sera peut-être pas un film grand déploiement, mais la base d'un esprit national renouvelé, marqué par l'optimisme et l'espoir des jeunes. Je dois dire qu'il est difficile d'être optimiste de nos jours, mais pendant que nous, sur la colline, nous nous concentrons sur ce projet de loi important, peut-être que le document parlementaire le plus intéressant qui a été rendu public au cours des 48 dernières heures c'est l'analyse du scénario de la pandémie et des chocs pétroliers par le directeur parlementaire du budget. Le rapport vise considérablement à la baisse les hypothèses concernant l'impact de la COVID-19 et du choc du prix du pétrole sur l'économie canadienne. Il est dit, dans notre nouveau scénario, le PIB devrait continuer à diminuer de 2,5 % pendant le premier trimestre et ensuite de 20 % pendant le deuxième trimestre, taux non actualisé. Pensez à cela un instant. Le vrai PIB devrait remonter modestement pendant les troisième et quatrième trimestres, alors que les mesures de contrôle vont être
atténuer graduellement. Donc, le PIB prévoit une baisse du PIB de 12 %, la plus forte baisse depuis qu'on calcule le PIB, donc depuis 1961. Donc, le pire taux de croissance, moins 3,2 %, est observé en 1982, soit le quart de la baisse qu'on prévoit pour cette année. Chers collègues, il est important de reconnaître que la baisse du PIB est causée par le coronavirus et pas à cause de la faiblesse de l'économie canadienne, sauf dans le secteur pétrolier et gazier qui faisait déjà face aux pressions d'une surabondance de pétrole dans le monde. L'économie, la baisse économique serait pire si le gouvernement n'avait pas pris des mesures énergie contenues dans le C13, le C14 et maintenant le C15. Mais si le directeur parlementaire du budget a raison, on n'a encore rien vu. La raison n'est que même que lorsque l'économie recommencera à redémarrer, les effets de ce ralentissement économique sur l'activité économique, surtout l'endettement à grande échelle, va continuer à se faire sentir. Nous ne sommes pas prêts de voir la fin de l'intervention gouvernementale pour aider l'économie canadienne à se stabiliser et à se rétablir. Plusieurs d'entre nous sommes concentrés sur les groupes touchés qui ont été négligés par les programmes d'aide. Il y a plus de travail qui reste à faire. Il y a peut-être d'autres programmes qui seront annoncés. Mais ensuite, il faudra aider l'industrie et les entreprises. On a vu que la pointe de l'iceberg, en ce qui concerne les programmes pour le nettoyage des puits pétroliers abandonnés et qui aident modestement le secteur pétrolier, mais ce ne sera pas assez pour faire face aux doubles crises du virus et de la guerre des prix dans ce secteur. Et ce n'est qu'une question de temps avant que nous devions nous concentrer sur l'aide pour les secteurs des transports, du divertissement, de l'hébergement, de l'immobilier commercial, de l'agroalimentaire, entre autres. À cet égard, le rôle des parlementaires, particulièrement des sénateurs, sera essentiel. Nous devons penser tout d'abord au gagne-pain perdu par les faillites de grandes sociétés, mais nous devons aussi penser à la distribution de ces pertes entre les actionnaires, les détenteurs d'obligations, les exécutifs et surtout les travailleurs. Nous devons penser à le genre d'économie que nous voulons avoir dans les décennies à venir et ne pas créer de risques moraux pour nous-mêmes à mesure que les économies industrielles, comme de nombreuses économies industrialisées, l'ont fait dans le passé pendant des crises financières. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'aide pour les entreprises qui vont occuper notre attention dans les mois à venir. D'après le scénario du directeur parlementaire du budget, nous pouvons nous attendre à une reprise modeste pendant les 3e et 4e trimestres de 2020. Il a refusé de faire des prévisions au-delà de décembre 2020 en raison de l'extrémité externe. Mais je pense qu'en 2021, l'économie ne reviendra pas au niveau d'avant la crise. J'espère me tromper, mais même si j'ai à moitié raison, il est tout à fait vraisemblable que nous devrons fournir une aide aux revenus pour les Canadiens pendant la prochaine année. Le problème, bien sûr, c'est que les autorisations pour la prestation d'urgence, le principal mécanisme de soutien du revenu va expirer le 2 octobre. Et les autres programmes vont arriver à échéance à l'automne, notamment la PCUE dont nous débattons aujourd'hui. Le fait est, chers collègues, que le gouvernement devra certainement créer des programmes de soutien du revenu au-delà d'octobre 2020, peut-être pendant toute l'année 2021 et peut-être même jusqu'en
comment allons-nous soutenir le revenu à l'expiration des programmes en cours maintenant? Et je crois que le gouvernement devrait créer un problème qui s'engage à une aide minimale de 12 mois plutôt que de prolonger les programmes actuels pour 3 mois sous réserve de les renouveler à répétition. L'avantage d'un programme de 12 mois, c'est que cela apporte une certaine certitude aux ménages et aux entreprises pour leur planification, ce qui va aider la reprise. Cependant, je simplifierai les programmes de soutien du revenu afin que tous les groupes vulnérables soient inclus plutôt que d'avoir une variété de programmes au fur et à mesure que de nouveaux groupes soient identifiés. Ça pourrait être le plan de soutien du revenu de 12 mois pour la COVID. Je crois qu'une version d'un revenu de subsistance garantie devrait être au cœur de ce plan de soutien du revenu. La raison n'est pas que je suis entièrement persuadée des avantages d'un revenu minimum garanti, mais parce que je pense que c'est une façon plus efficace de distribuer l'aide au revenu, le soutien au revenu, dans le contexte des transferts massifs qui, d'après moi, d'une manière ou d'une autre, devront être fournis aux Canadiens pendant l'année à venir. Nous avons, chers collègues, l'occasion de fournir un soutien du revenu au moyen d'un minimum un revenu minimum garanti temporaire et de mesurer son efficace au moyen de mesures rigoureuses et d'évaluation des impacts sur les indicateurs de la santé, de l'économie, de la fiscalité, de l'éducation et des facteurs sociaux au moment où l'économie redémarrera et que les Canadiens retourneront graduellement à leur routine normale. Je ne suis pas naïf au point de penser que cela pourra être mise en place à l'automne 2020. Mais même si une ou deux provinces optaient pour cette solution, cela fournirait une base de comparaison pour l'ensemble du pays. Cela me ramène au C15 et aux difficultés des étudiants dans la crise sanitaire actuelle. Le PCUE arrivera à échéance à la mi-septembre et nous espérons que la crise sera terminée et que les cours pourront reprendre normalement. Si ce n'est pas le cas, cependant, il nous faudra certainement une nouvelle aide pour cette cohorte de Canadiens. Dans ce scénario, le PCUE va essentiellement devenir une forme de PCU, ce qui ouvre la possibilité à une fusion des deux programmes dans un programme de revenu minimal garanti. Chers collègues, c'est la troisième fois que nous sommes rappelés d'urgence pour examiner un projet de loi qui offre de l'aide à des Canadiens, à des particuliers, des entreprises canadiennes de manière temporaire. Je comprends bien pourquoi les programmes ont été conçus de cette façon et je ne blâme pas le gouvernement d'avoir cherché des solutions immédiates à court terme. Mais il me semble de plus en plus clair que les retombées de la COVID-19 ne vont pas disparaître rapidement et qu'il nous faut des programmes qui vont nous aider non seulement à nous rendre à continuer jusqu'à la courbe du coronavirus soit aplatie, mais qui pourra nous aider dans la reprise économique. Et j'espère que le prochain projet de loi concernera ces deux choses. Merci.